Bonjour à tous, nous attaquons un deuxième TD sur les études de fonctions, septième TD du chapitre calcul et analyse. Nous avons vu dans le TD précédent quelques entraînements sur des dérivations de fonctions, des études de signes de dérivés, donc de sens de variation de fonctions. Nous allons maintenant aller sur deux applications pratiques à caractère économique, donc pleinement adaptées aux études en TC, en technique de commercialisation. Un premier exercice relativement petit qui nous montre un graphique de courbe d'offres et de courbe de demande, avec donc ce qu'on appelle également en économie les fonctions d'offres et de demande. Alors ces fonctions d'offres et de demande relient la quantité qu'il est possible d'offrir, de mettre sur le marché ou qui sera acheté par des clients potentiels avec le prix de vente à l'unité de ces articles-là. Et dans cet exercice en particulier, on donne des formules qui modélisent un petit peu l'évolution de l'offre en fonction de la quantité, donc plutôt du prix d'offre. Alors ici, j'ai une fonction d'offre, on va voir justement ce dont on est en train de parler, qui s'exprime par f de x égale 0,25x carré plus x plus 40, et la fonction de demande par g de x égale 100 moins 8x plus 500 sur 2x plus 5. X est la quantité de produits exprimée en milliers d'unités, f de x et g de x sont les prix unitaires de vente et d'achat exprimés en euros. Donc modélisation valable entre 0 et 12 000 unités de ce produit, donc pour x appartient à 0,12. Justifier que sur notre intervalle d'étude, la fonction f est croissante et la fonction g est décroissante. Alors avant de voir ces courbes, remettons donc nos fonctions ici. Il faut justifier que la fonction f est croissante sur 0,12 et g est décroissante. Alors on peut bien sûr dériver ces fonctions et constater le signe de la dérivée. Manifestement, on aura une dérivée positive pour f et une dérivée négative pour g. Mais on n'est pas obligé. C'est-à-dire que peut-être que parfois, la forme même de l'expression de la fonction nous montre qu'elle va être croissante ou décroissante. Par exemple, la fonction f se calcule par la somme de trois termes qui, lorsque x appartient à l'intervalle 0,12, sont tous les trois positifs. Et tous les trois augmentent avec x. 40 est fixe, d'accord, mais si j'ajoute x, eh bien, le résultat va augmenter si x augmente. Et si j'ajoute 0,25x carré, eh bien, c'est encore un résultat qui va augmenter si x augmente. Encore une fois, parce que x est positif. Donc, la fonction f est croissante sur 0,12. Et puis c'est tout, je n'avais pas besoin de dériver. Pour la fonction g, je prends un terme constant 100, j'enlève 8x, 8x étant une quantité croissante en fonction de x, donc j'enlève un nombre de plus en plus grand lorsque x augmente, et j'ajoute un nombre qui va être positif, mais qui diminue si x augmente, puisque le dénominateur de la fraction va augmenter avec x. Donc je prends 100, j'ajoute au bout un nombre positif, mais qui diminue avec x, enfin qui diminue si x augmente, et j'ajoute un terme négatif, j'ajoute moins 8x, donc quantité également qui diminue, mais dans les négatifs cette fois-ci lorsque x augmente. Donc la fonction g est manifestement décroissante. Si ça n'est pas une évidence, et si vous ne savez pas trop comment l'expliquer, on revient à la bonne méthode de dérivation. La dérivée de ma fonction vaut 0,5x plus 1. X appartenant à 0,12, ce nombre est positif. Et si on a oublié que x appartenait à 0,12, eh bien on résout l'inéquation 0,5x plus 1 supérieur à 0, qui est une question, bien sûr, hein, c'est pas une réponse, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que 0,5x plus 1 peut être supérieur à 0? Le résultat est donc que 0,5x doit être supérieur à moins 1, et que donc x, en multipliant par 2, hein, doit être supérieur à moins 2. Est-ce que x est supérieur à moins 2? Je remonte dans l'énoncé. Ah oui, au fait, x est positif. Donc tout va bien. Donc ma dérivée est positive, donc ma fonction f est croissante. Pour la dérivée de g, 100 va donner 0, moins 8x va donner moins 8, et cette fraction, qui vaut 500 fois 1 sur 2x plus 5, donc une forme 1 sur v, va me donner donc moins 500 fois v', donc 2 sur 2x plus 5, donc moins 1000 sur 2x plus 5 au carré. Alors, je ne vais pas ici résoudre l'inéquation g' de x positif ou g' de x négatif. Avec un 2x plus 5 au carré en dénominateur, etc., j'ai des chances de faire des erreurs de signe ou d'interprétation de l'inéquation.
G' de x est la somme de deux nombres négatifs. Point final. Donc G' de x est négative. Voilà, donc on peut prendre des raccourcis parfois lorsque les choses sont évidentes. Soit ici avec les fonctions directement, soit une fois qu'on a dérivé nos fonctions, où il suffit de dire de quel signe sont les différents termes présents dans les dérivés. Alors, représenter graphiquement ces deux fonctions, puis donner par lecture graphique la position du point d'équilibre de ce produit. Donc on va maintenant parler un petit peu d'offre et de demande. Voilà à quoi ressemblent ces fonctions, en tout cas sur l'intervalle 0,12, et les courbes de ces fonctions. Donc j'ai une fonction de demande représentée par la courbe de G, qui donc nous montre une fonction décroissante, strictement, et une fonction d'offre qui est une fonction croissante. Alors, il faut, je ne suis pas encore une fois expert en économie, hein, donc je vais simplement dire les choses dans les grandes lignes. Par rapport à la fonction de demande, l'idée est que si on diminue le prix de vente de l'article, eh bien, ça va mécaniquement augmenter la demande, c'est-à-dire de plus en plus de gens seront prêts à acheter ce produit. Bon, donc effectivement, on comprend bien qu'on est affaire à une fonction strictement décroissante. Et là, je suis en train de dire, si je fais varier y, donc si je fais diminuer y en particulier ici, ça va faire augmenter x. Donc si vous voulez, j'ai plutôt une relation de cause à effet qui va être orientée des y vers les x, avec une variable explicative qui est plutôt le prix, et une variable expliquée qui est plutôt la quantité. Et ça va se retrouver dans la fonction d'offre. On a du mal peut-être à voir pourquoi cette fonction est croissante. Et à la limite, si on disait que la quantité influe sur le prix, ça deviendrait carrément bizarre. Si la quantité de produits mis sur le marché augmente, alors le prix du produit va augmenter. Ce qui n'est pas très logique. En général, quand on a énormément d'offres et que ça devient plus grand que la demande, le prix a tendance à diminuer. Mais là, on est sur quelque chose de figé, et encore une fois, c'est plutôt au démarrage ici l'influence du prix sur la quantité qu'il faut considérer. Si le prix de vente à l'unité de cet article peut être plus élevé, alors plus d'entreprises seront incitées à en produire, et donc ça va augmenter la quantité produite. Parce qu'il devient plus intéressant de fabriquer ce produit-là plutôt qu'un autre dont le prix serait plutôt très bas. Donc on a comme ça, au démarrage bien sûr, avant qu'il y ait eu une action soit des clients, soit des entreprises, une configuration qui va être celle-ci. Et il y a quelque part un point d'intersection de ces deux courbes qui nous montre qu'à cet endroit-là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, en tout cas déjà sur le prix. C'est-à-dire que si on envisage un prix de vente de cet article de 63 € à l'unité, alors il y a 7700 personnes qui sont prêtes à l'acheter. Et de plus, les entreprises sont prêtes à en produire également 7700 au niveau de la quantité. Et donc tout s'accorde très bien. On a ce qu'on appelle donc un point d'équilibre de ce produit sur le marché, où à un prix donné, les quantités correspondant à la demande et à l'offre vont s'égaler, et donc toute l'offre va être vendue. Alors bien évidemment, si le marché n'est pas complètement régulé, vous allez avoir par exemple des entreprises qui sont trop nombreuses à produire ou qui produisent trop. Et à ce moment-là, au prix où elles pensent vendre les articles, qu'on est un petit peu trop haut, ça correspond à une demande qui, elle, serait inférieure à la quantité produite. Donc, que font les industriels lorsqu'ils en sont là, lorsque l'offre est trop forte par rapport à la demande? Eh bien, ils baissent leur prix, bien sûr. Donc, ils vont baisser leur prix, et même assez fortement parfois, jusqu'à ce que la quantité demandée, donc le nombre de personnes qui vont acheter le produit, corresponde à la quantité qui a été produite. Inversement, si la demande n'est pas très forte, la demande peut se faire à un prix supérieur au prix auquel avaient pensé les entreprises qui ont produit l'article. Donc que vont faire les entreprises? Eh bien, ils vont se mettre à produire plus en augmentant légèrement leur prix, en se disant qu'ils ne sont pas encore au niveau du point d'équilibre du produit.
Donc on peut faire évoluer ce produit en termes de quantité vendue, augmenter légèrement le prix, puisque la demande manifestement va être plus forte que l'offre. En tout cas, à ce prix-là, on pourrait avoir une offre beaucoup plus étendue. Eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir produire un petit peu plus et se rapprocher du point d'équilibre. Quoi qu'il en soit, si le marché fonctionne à peu près correctement, on va dire, si on se trouve à un moment donné dans une quantité produite qui ne correspond pas au point d'équilibre ou à un tarif fixé qui ne correspond pas à un tarif d'équilibre, eh bien, les choses vont s'auto-réguler, en gros, et on va finalement, à force de changement en termes de quantité produite et de tarifs, tendre vers ce fameux point d'équilibre. Voilà, mais vous demanderez à votre enseignant d'économie qui saura vous expliquer ça beaucoup plus facilement que moi. Alors passons maintenant à notre activité principale, ici un exercice qui va nous parler de coût marginal et de coût moyen. Donc on est sur des coûts de production, on ne s'occupe plus de prix de vente ici. Et on imagine que nous avons la possibilité dans une entreprise de modéliser en fonction de la quantité à produire les coûts de production. Donc d'avoir une formule qui nous calcule assez facilement le coût total de production lorsqu'on souhaite produire une quantité donnée. Cette quantité, on l'appellera Q minuscule, et on va dans un premier temps définir C de Q, donc le coût total de production de Q unités. Ensuite, notre objectif sera de parler de ce qu'on appelle le coût marginal, qu'on appellera Cm de Q, et le coût moyen, C grand M de Q. Alors, donc j'ai une entreprise qui a des frais fixes, 5000 €, et puis des frais variables qui dépendent de la quantité produite. Elle a établi sa formule du coût total de production, C de Q, qui est relativement fiable pour toute quantité comprise entre 0 et 160. Cette formule est celle-ci. Ça prend l'allure d'un polynôme du troisième degré, et on a une courbe qui va ressembler à ça sur l'intervalle 0-160. Donc on a un coût de production qui commence à 5000 € avant qu'on ait produit quoi que ce soit, hein, donc pour Q égale 0. Ce sont nos frais fixes. On a des coûts de production qui augmentent puisqu'on a nos frais variables qui s'ajoutent. Et puis il semble que on fasse certaines économies d'échelle qui font que dans une certaine zone, le coût de production n'augmente plus très très vite. Par contre, si on veut produire vraiment beaucoup plus, les coûts de production vont se remettre à accélérer dans leur croissance, ce qui peut être le signe d'investissements supplémentaires en machines, en main-d'œuvre, liés au surplus de production qu'on envisage. Et donc les coûts vont se mettre à augmenter quand même plus vite. Donc on a une variation comme ça qui n'est pas linéaire du coût de production en fonction de la quantité qu'on souhaite produire. Dans tout ça, on va définir ce qu'on appelle le coût marginal. Lorsqu'on envisage de produire Q unités de notre produit, le coût marginal est le coût de production de l'unité supplémentaire. C'est donc, en gros, la différence entre le coût de production de Q plus une unité et ce que nous avaient coûté les Q premières unités. Cette différence est ce qu'on appelle Cm de Q. Donc, coût de l'unité supplémentaire, coût marginal, lorsqu'on a déjà produit Q unités. Donc c'est une simple différence, mais comme on le verra ici, notre fonction C au départ est un polynôme du troisième degré, donc c'est pas très très amusant non plus de faire ce calcul-là. Évidemment, on a des tableurs, mais on va voir qu'on peut en faire un petit peu plus. En remarquant que C de Q plus 1 moins C de Q peut se noter C de Q plus H moins C de Q sur H pour H égale 1, effectivement, si H égale 1, ça ne change rien. On constate que le coût marginal est le taux de variation de la fonction C entre un point A d'abscisse Q et un point B d'abscisse Q plus 1. Alors effectivement, si j'imagine un morceau de courbe, donc de la courbe que je vous ai montrée, avec un point A d'abscisse Q et d'ordonnée C de Q, et un point B sur la courbe d'abscisse Q plus 1 et ordonnée C de Q plus 1, eh bien C de Q plus 1 moins C de Q divisé par 1, ça devient YB moins YA sur XB moins XA. Donc par définition, c'est le taux de variation de la fonction entre les deux points A et B, où l'écart entre les deux points correspond horizontalement à une unité supplémentaire produite. C'est donc aussi la pente du segment AB, avec deux points A et B qui sont finalement très proches l'un de l'autre sur la courbe.
Alors, comme c'est la pente de la droite AB et que les deux points A et B sont très proches l'un de l'autre, j'explique un petit peu en dessous que finalement, entre cette droite et la tangente à la courbe au point A, il n'y a pas beaucoup de décalage. Et en termes de pente, on n'a pas une grosse différence non plus. Et on va constater justement dans les questions qui suivent que le coût marginal de Q unité produite est à peu près égal à C' de Q, c'est-à-dire la pente de la tangente au point où on se trouve sur la courbe. Alors allons voir un petit peu ça. Donc on nous demande dans une première question de saisir la fonction C sur la calculatrice, d'obtenir quelques valeurs, de confirmer que la courbe a bien l'allure que j'ai montrée précédemment sur une diapo. Et on nous demande de dériver la fonction C, bien entendu, puisqu'on va s'appuyer sur ce nombre dérivé. Donc, la dérivée d'un polynôme du troisième degré est un polynôme du second degré. 0,02 fois 3q au carré, d'où ce résultat, moins 3 fois 2q, d'où ce résultat, plus 200 fois 1, plus 200 et plus 5000 qui donne 0. Voici la dérivée. Maintenant, calculer le coût marginal de 30 pièces produites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour rappel, par rapport à la définition, c'est le coût de la 31e pièce. Combien est-ce que celle-ci va nous coûter en plus? Et comparer à ces primes de 30. Et faire de même ensuite pour Q égale 150. Alors, le coût marginal de 30 pièces produites, par définition, c'est C de 31 moins C de 30. En prenant donc Q égale 31 dans un premier calcul, Q égale 30 dans un deuxième, j'ai donc une différence calculée à 72,82 €. La 31e pièce produite me coûte 72,82 €. Si maintenant je prends la formule de C' et que je calcule C' de 30, voilà ce que je trouve. 74 €. Donc on n'est pas effectivement sur une différence extraordinaire. Certes, il y a une différence visible, mais en pourcentage d'erreur, on est sur moins de 2%. Donc on est sur une plutôt bonne approximation de la part de C' de ce qu'est réellement CM. En tout cas, pour Q égale 30. Est-ce que cette approximation est toujours aussi bonne si Q égale 150? Donc volontairement, je prends une valeur de Q bien différente. CM de 150 va se trouver être égal à 656,02 €. C' de 150 vaut 650 €. Alors effectivement, alors c'est euros par pièce à chaque fois, par unité. Effectivement, encore une fois, on n'a pas une différence énorme, puisqu'on a une différence d'à peu près 6 € sur un total qui dépasse 600. Donc on a moins de 1% d'erreur. Donc on est, encore une fois, bon par rapport à ce qu'annonçait C'. Enfin, par rapport à la réalité qu'est CM, C' est plutôt bon. Et en fait, en économie, on utilise souvent ça. Au lieu de s'embêter la vie, entre guillemets, à calculer CM de Q, par cette soustraction et des calculs un peu plus longs, on va calculer C' de Q, qui est souvent plus simple à réaliser, et qu'on considérera comme étant une bonne approximation de CM. Alors c'est vrai, mathématiquement parlant, cette idée de bonne approximation, si la courbure de la courbe n'est pas trop importante par rapport aux variations, aux différentes valeurs de x. Si on a une courbe qui vraiment fait des zigzags très serrés, etc., là, C' va très mal représenter CM. Donc ça dépend, si vous voulez, de l'importance de la valeur de la dérivée seconde de la fonction. Dérivée seconde dont on n'a pas parlé ici, hein, mais donc la courbure de la fonction est en jeu ici. Dans la fonction qu'on a présentée ici, C de Q, on n'a pas une courbure extraordinaire sur l'intervalle 0-160. Et donc effectivement, on pourra se contenter de C' pour parler du coût marginal. En lisant le graphique 1, où trouve-t-on approximativement les valeurs du coût marginal? Si j'ai la courbe de ma fonction de départ, comme je viens de constater que le coût marginal vaut à peu près C', je me souviens que C' est à peu près, est exactement cette fois-ci, pardon, la pente de la tangente en A. Donc je suis en un point de ma courbe. Je trace au mieux la tangente en ce point, visuellement, hein, en essayant de suivre la pente de la courbe en ce point. Et en calculant la pente de cette tangente, il suffit d'avoir deux points sur la droite, YB moins YA sur XB moins XA donne la pente, et bien ça sera donc C', qui sera donc à peu près le coût marginal. Voilà la réponse à la question D.
Voilà, donc nous avons un coût marginal qui est assez fidèlement représenté par la pente de la tangente à la courbe. On reverra bien sûr hein, cette courbe avec sa tangente, ou plutôt ses tangentes. Saisir la fonction C' sur votre calculatrice, établir un tableau de valeur de C', puis tracer la courbe de cette fonction sur le graphique 2, donné en fin de document. Alors là, on est sur une vidéo, donc on va l'afficher. Donc C' de Q, je rappelle sa formule. On entre cette fonction-là dans la calculatrice, on obtient un tableau de valeur et on obtient une courbe qui ici apparaît en vert. En bleu, on a une courbe qui nous servirait pour la suite de l'exercice qui nous parle du coût moyen. Donc Cm en vert nous montre finalement quelque chose qui a une valeur relativement forte au départ, qui diminue, qui passe par un minimum, puis qui augmente. C'est-à-dire que, en fonction de la quantité produite, la pièce supplémentaire va d'abord coûter de moins en moins cher. On va arriver dans une zone où chaque pièce supplémentaire coûte vraiment très peu. Donc il serait dommage de se priver de produire un peu plus. Et puis, par contre, si on continue de produire, eh bien, chaque pièce supplémentaire va coûter de plus en plus cher. Voilà ce que nous dit cette courbe de coût marginal. Alors, commenter les variations du coût marginal en fonction de Q et donner en particulier les conditions d'un coût marginal minimal par le calcul, puis en confirmation visuelle avec les graphiques 1 et 2. Alors, on a sous les yeux ici le graphique 2. D'abord, il semble bien que le coût marginal minimal est atteint pour Q égale 50, mais on va tenter de le confirmer. Mais au fait, ce coût marginal qui est représenté par C' est représenté donc par un polynôme du second degré. Donc, dont la courbe est une parabole, dont on sait positionner le sommet. Il suffit de prendre pour abscisse la valeur moins b sur 2a. Donc 6 sur 0,12. Et 6 sur 0,12, ça vaut 50. Avec un premier coefficient positif, ce qui signifie que notre parabole a les branches tournées vers le haut, c'est bien ce que nous montre la parabole verte, nous avons donc en moins b sur 2a un minimum pour la fonction, donc on est exactement sur le point qu'on recherchait dans la question F. Voilà, donc confirmation visuelle sur le graphique 2, le calcul avec moins b sur 2a, et il nous reste à vérifier que ça se produit effectivement sur le graphique 1. Or, sur le graphique 1, c'est le graphique de la fonction C, et bien le coût marginal qui est C' va être la pente de la tangente. Donc il va falloir que j'affiche la tangente. Et donc là, on va donner une petite animation grâce à l'outil Desmos, DESMOS en ligne, que je vous conseille vivement, qui est vraiment très bien fait et qui permet de faire des animations, de paramétrer des fonctions et de faire évoluer un paramètre. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. L'interface graphique est assez sympa également. Regardons un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai retracé la courbe de la fonction C, tout bêtement, hein, donc l'évolution du coût total de production en fonction horizontalement de la quantité produite. J'ai ma fonction C ici. Et puis, j'ai ici créé l'équation de la tangente en fonction de petit a qui est le point où on se trouve. Donc, je vais lancer cette petite animation qui vous montre comment évolue la tangente lorsque je fais évoluer la quantité produite. Voilà, donc je vais afficher la tangente et je vais maintenant aller faire évoluer la quantité produite. Et je vois bien sûr que la pente de la tangente est quelque chose qui évolue lorsque je fais évoluer ma quantité. Alors, ce que je recherche, lorsque je recherche un coût marginal minimal, c'est une pente de la tangente minimale. Et il semble bien effectivement que c'est pour une quantité de 50 unités que j'ai une tangente la moins penchée possible. Je suis en plein milieu de cette espèce de plateau, l'endroit où la courbe du coût de production total augmente le moins vite possible. Donc on est sur cette idée-là quand on parle de coût marginal. Alors ce qui va être très intéressant, ça va être de définir le coût moyen et de voir un petit peu les relations qui existent entre le coût marginal et le coût moyen de production. Coût moyen de production, par définition, lorsqu'on envisage de produire Q unités du produit, le coût moyen, c'est le coût total de production rapporté au nombre d'unités produites. Donc vous prenez votre coût total, vous divisez par la quantité produite et vous avez votre coût moyen. D'accord? Donc c'est, on va dire, l'évidence même. Si j'ai un coût de production de 20 000 € en ayant produit, je vais faire simple, 200 pièces,
eh bien, c'est que j'ai un coût moyen de 100 € par pièce. 20 000 divisé par 200. Donc, C de Q divisé par Q, si je veux créer cette fonction sur ma calculatrice, eh bien, il faudra que je demande 0,02 x au carré moins 3x plus 200 plus 5000 sur x, par exemple. Alors, conséquence, considérons l'origine O du repère et un point A d'abscisse Q et d'ordonnée C de Q sur la courbe de la fonction C, notre fonction de référence, celle du départ. Alors le coût moyen tel que défini est la pente du segment OA. Effectivement, qu'est-ce que c'est que la pente d'un segment AB? YB moins YA sur XB moins XA. Si je parle du segment OA, je parle de YA moins YO sur XA moins XO. Mais YO et XO valent 0. Qu'est-ce que c'est que YA? C'est C de Q. Qu'est-ce que c'est que XA? C'est Q. Et donc je retrouve tout simplement la fraction C de Q sur Q. Donc j'ai une équivalence ici entre le coût moyen de production et la pente du segment qui relie notre point de production à l'origine de notre repère. Donc on ne va pas utiliser tout de suite le graphique 2. Le graphique 2, je l'ai montré tout à l'heure, donc on avait les deux courbes, effectivement, donc je le réafficherai après. Je vais m'intéresser donc globalement au coût moyen, aux questions qu'on nous pose ensuite, et à une nouvelle animation, où cette fois-ci je vais afficher le fameux segment OA. Alors, pour Q égale 30, tracez sur le graphique 1 le segment OA dont CM est la pente. Faire de même pour Q égale 150. Et puis ensuite, donc on va se poser des questions. Justifier que pour Q égale 30, C grand M est supérieur à C petit m, et qu'avec Q égale 150, on a le contraire. Très bien. Je reprends ma courbe de départ. Je me place à Q égale 30. À Q égale 30, j'ai un point A qui est ici. Mon segment OA en pointillé bleu a une certaine pente, alors qu'en vert ici, la tangente en A a une certaine pente. Et je constate que effectivement, la pente du segment OA est supérieure à la pente de la tangente en A. Si je fais la même chose pour Q égale 150, je m'aperçois que c'est le contraire. Le segment OA en bleu a une pente inférieure à celle de la tangente en A. Donc il s'est passé quelque chose entre les deux, entre ces deux points, où les inclinaisons se sont inversées en termes d'ordre. Bon, alors, on est en train de voir quoi en fait? Eh bien, lorsqu'on en est à 30 unités produites, on a un coût moyen de production qui est relativement élevé, c'est la pente du segment bleu, alors que le coût de la pièce suivante est plus faible. Qu'est-ce qui va se passer, bien entendu? Si on produit un petit peu plus, les pièces suivantes coûtent moins cher que la moyenne des pièces précédentes, donc globalement, ça va faire baisser la nouvelle moyenne. Un peu comme si, quand je corrige des copies, j'ai une moyenne qui est égale à 12, et puis je tombe sur des copies qui valent 10, 8 et 9, donc progressivement, ça va faire baisser la moyenne générale. Donc on en reparlera en fin d'exercice, mais on a ce phénomène-là. Par contre, si je suis plutôt dans cette zone-là, je suis à une moyenne de 12 encore, mettons, et puis chaque nouvelle copie représente, ici c'est la pente qui nous le dit, hein, une valeur plus forte que la moyenne qui avait été obtenue précédemment. Donc j'en suis à une moyenne de 12 pour ma classe, pour mon groupe, et puis je corrige une copie à 14, une copie à 16, une copie à 13, etc. Et bien à chaque fois, ça va faire augmenter la moyenne. Donc, on a des choses à dire justement de par cette comparaison du coût moyen et du coût marginal ici. Donc on va voir un peu comment on nous oriente par rapport aux questions. D'après ce même graphique 1, déterminez approximativement l'endroit où le coût moyen est minimal. Tracez le segment OA correspondant. Et tracez la tangente de ce point A en particulier. Confirmez visuellement l'abscisse de ce point A en vous reportant sur le graphique 2. Alors voilà le graphique 2, au fait. Donc je l'affiche à nouveau ici. Si je trace CM avec une certaine précision, je m'aperçois que j'atteins un minimum quelque part entre 80 et 100 unités produites. En tout cas, ce n'est pas du tout au même endroit que pour le coût marginal, au niveau du minimum. Il semblerait même que CM soit minimal lorsque les deux courbes se croisent.
Ça semblerait correspondre. Est-ce que c'est une illusion ou une coïncidence, ou est-ce que c'est forcément le cas? On va voir. Que me dit le graphique 1? Je vais relancer une animation. Cette fois-ci, vous pouvez le constater, je trace le segment OA et pas encore la tangente en A. Le segment OA a une pente qui représente le coût moyen de production. Alors évidemment, quand on en est au tout début, la pente est extrêmement forte. J'ai un coût moyen de production qui est très très fort, tout simplement parce que avant même de produire quoi que ce soit, j'ai déjà des coûts fixes. Donc j'ai un coût moyen infini lorsque la production est nulle. Un coût moyen qui ensuite est très élevé lorsque la production est faible, et ce coût moyen a tendance à diminuer au fur et à mesure que je produis. Donc j'ai des frais fixes qui finissent par s'amortir par économie d'échelle, on va dire, avec la quantité produite, en termes de coût moyen. Très bien, alors animons un petit peu ça et voyons si au fur et à mesure qu'on produit, le coût moyen diminue continuellement. Le graphique 2 semble nous montrer que non. Au bout d'un moment, il se remet à augmenter ce coût moyen. Suivez bien la pente du segment OA, donc du segment noir ici, et l'évolution de cette pente en fonction de l'évolution de petit a ici, la quantité produite. Donc nous allons faire évoluer cette quantité, et on va constater que oui, la pente du segment diminue, le coût moyen diminue, mais on arrive ici dans une zone où ça stagne, et là, la pente du segment OA se remettait à remonter. Si on veut viser un minimum, il faut se placer environ par ici, vers 90 unités produites. C'est un petit peu ce que semble nous montrer le graphique 2, effectivement. C'est par ici qu'on obtient une pente minimale. On ne peut pas faire moins en termes de coût moyen. Sinon, il faudrait décoller notre point de la courbe rouge. C'est par ici que les choses vont se passer. Alors, on va maintenant mettre bien en relation le coût moyen et le coût marginal. Est-ce que le coût moyen baisse tant que le coût marginal est inférieur au coût moyen? Et est-ce que lorsque le coût moyen est minimal, il est égal au coût marginal? Ah, alors deux informations très intéressantes. Alors en fait, si je regarde le graphique 2, et je prends l'analogie des copies que je suis en train de corriger, si avec les premières copies corrigées, j'ai une moyenne qui est forte, alors que les copies suivantes sont de niveau faible, eh bien celles-ci, ces dernières, vont avoir tendance à faire plonger la moyenne. Et tant que les nouvelles copies auront des valeurs inférieures à la moyenne en cours, eh bien ces nouvelles copies feront baisser la moyenne. Donc effectivement, première affirmation, le coût moyen baisse tant que le coût marginal est inférieur au coût moyen. Tant que chaque pièce supplémentaire produite me coûte moins cher que la moyenne des pièces précédentes, eh bien la nouvelle moyenne va être inférieure à la moyenne précédente. C'est un petit peu le cas ici. Par contre, de l'autre côté, si les nouvelles pièces à produire me coûtent plus cher que la moyenne des pièces précédentes, eh bien elles vont avoir tendance à faire augmenter la moyenne précédente. C'est tout à fait logique. Et donc, on rejoint la deuxième affirmation. Lorsque le coût moyen est minimal, eh bien c'est exactement à cet endroit qu'il est égal au coût marginal. D'accord? Il ne pourrait pas être minimal ici, le coût moyen, et ensuite remonter. Il n'a aucune raison de remonter tant que les nouvelles pièces coûtent moins cher que la moyenne des précédentes à produire. Au contraire, la moyenne continue de baisser. Donc je vous laisse méditer là-dessus, et on va vérifier, si vous voulez, ces affirmations en comparant des pentes dans le graphique 1. Donc n'oublions pas que le segment noir a une pente qui est égale au coût moyen, mais je vais réafficher la tangente cette fois-ci, avec une droite orange qui représente la tangente, dont la pente est le coût marginal. Alors, j'ai appuyé au mauvais endroit, manifestement. Voilà, je lance l'animation. Allez, j'affiche la tangente en même temps que le segment OA. Regardons ce qui se passe au début. Alors, je vais mettre pause. Au début, lorsque je produis peu, j'ai un coût moyen très élevé et un coût marginal plutôt faible. C'est-à-dire que chaque pièce suivante me coûte peu d'argent, en tout cas comparé au coût moyen des pièces produites précédemment. Et donc, ces nouvelles pièces vont avoir tendance à faire baisser la moyenne. Et j'observe que la moyenne baisse, même lorsque, décidément, je n'ai pas de chance, même lorsque, je vais relancer l'animation,
lorsque le coût marginal tend à augmenter à nouveau. Le coût marginal augmente, certes, mais pas encore suffisamment pour être égal au coût moyen, donc le coût moyen continue de baisser. Jusqu'à un point où le coût marginal va dépasser le coût moyen, et donc va faire augmenter le coût moyen. Le point où les deux sont égaux, eh bien ça correspond à deux pentes égales. Si je veux que mes deux pentes soient égales, il va bien falloir que je me place en un point où la tangente a la même pente que le segment noir. Relançons. Et nous arriverons donc in fine à cette position finale. Et donc on est dans un cas graphique très particulier, où puisque la tangente va avoir la même pente que le segment OA, eh bien cette tangente contient l'origine du repère. Et donc je suis en fait en train de chercher le seul point dont la tangente contient l'origine du repère. Et ce point, on l'a vu, hein, on est resté 1 ou 2 secondes dessus, il est effectivement vers une abscisse de 90, où les deux sont confondus. Voilà, donc je l'arrête ici, vous imaginez que la tangente ici est confondue avec le segment OA. Et donc ça correspond à ce point d'intersection sur le graphique 2, hein, le coût marginal est égal au coût moyen. C'est ici que la pièce suivante va me coûter autant que la moyenne des pièces précédemment produites. Donc c'est l'endroit où le coût moyen varie, si ce n'est pas du tout, au moins extrêmement faiblement. Voilà, mais on n'est pas sur une droite, bien sûr, on est en train de suivre une courbe, donc les choses vont vite évoluer ensuite. Mais voilà, on est sur une zone intéressante. Alors, qu'est-ce qu'il faut viser? Maintenant, sortons des mathématiques, parlons un petit peu d'entreprise. Est-ce qu'il vaut mieux viser une production correspondant à un coût marginal minimal ou une production correspondant à un coût moyen minimal? En fait, il vaut mieux raisonner en termes de moyenne. Ce que vous ont coûté vos unités en moyenne va être votre coût de production à l'unité des pièces produites. Et en face, vous les vendez à un certain prix. Et votre bénéfice va être la différence entre les deux. Donc si vous voulez optimiser votre bénéfice, vous avez intérêt à viser un coût moyen de production minimal. D'accord? Si vous êtes n'importe où ailleurs à part ce point, vous avez un coût moyen de production qui est plus fort que le coût de moyen de production de 90 pièces. Et donc, vous allez réduire votre bénéfice. Donc, même si vous augmentez votre chiffre d'affaires en vendant plus, votre bénéfice va se remettre à réduire. On avait vu ce principe-là dans un TD précédent, mais pas sur le même genre d'exercice. On n'a pas parlé de coût marginal. Donc là aussi, on retrouve un petit peu cette caractéristique-là. Vaut-il mieux viser plus de chiffre d'affaires, quitte à réduire un petit peu notre bénéfice parce que le coût moyen de production va augmenter? Ou vaut-il mieux viser le coût moyen optimal, donc le plus faible possible, pour optimiser notre bénéfice? En tout cas, il serait dommage d'arrêter la production lorsque le coût marginal est le plus faible possible, parce qu'on voit bien que même si les pièces supplémentaires produites coûtent de plus en plus cher, on est ici encore dans une zone où elles coûtent moins cher que les précédentes. En moyenne, bien sûr. Donc, ça vaut le coup de continuer de produire. Par contre, il est dangereux, effectivement, d'aller trop loin au-delà de ce point. Voilà, il ne faut pas dépasser ce point d'intersection. Très bien, cette fois-ci, j'arrête la vidéo. Je vous remercie encore une fois de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura été utile. Et en tout cas, écoutez, merci de laisser vos commentaires. Ça permet de voir que vous avez suivi, apprécié, que vous avez éventuellement des questions sur cette vidéo, sur son contenu. Donc n'hésitez pas, allez-y, et je vous dis à bientôt pour une troisième vidéo de TD sur les fonctions, où on continuera sur des fonctions diverses avec des cas relativement pratiques encore une fois.